6 octobre 2018. T-Mobile Arena de Paradise dans le Nevada, aux États-Unis. Alors que le main event de l'UFC 229 rentre dans son 4e round, Khabib Nurmagomedov débute une phase de ground and pound avant de soumettre Conor McGregor sur un étranglement arrière. Bonjour et bienvenue dans cette 16e série de Géosporétique. Nous allons nous plonger dans un nouveau chapitre de la grande histoire du sport, dont le titre est le suivant: Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor, le choc des civilisations. Et pour ce faire, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis en compagnie d'un spécialiste, d'un fin spécialiste du MMA, d'un amoureux du noble art, mais surtout d'un passionné de Naoya. Je pense que vous l'avez deviné. C'est monsieur Alexandre Arbinet. Bonjour Alexandre. Salut. Comment ça va ? Ça va, ravi d'être avec toi pour faire ce podcast-là. Et puis, quelqu'un qui cite Naoya tout de suite, écoute, ça met dans de bonnes dispositions. Est-ce que toi, tu te souviens de l'annonce du combat ? Est-ce que tout de suite, t'es très hypé pour cet affrontement ? Ouais. Je m'en souviens très bien. Et en effet, c'est à la fin d'une conférence et il y a presque un côté, il dit, au fait, j'ai quelque chose à vous dire. Et puis boum, il apparaît 6 octobre, Las Vegas, Khabib Conor. Donc forcément, oui, parce qu'on savait que c'était le combat le plus attendu, que ce serait le combat qui générerait le plus d'attention, et la preuve, c'est que c'est toujours le record de pay-per-view vendu aujourd'hui, et que on est encore à l'époque où, comme tu le dis, Conor sort de Floyd. Il est plus grand que le MMA, il est plus grand que l'UFC. Moi, j'étais en 2016 au Madison Square Garden quand il devient double champion, et la première chose qu'il dit en conférence de presse, c'est: maintenant, vous allez me donner des actions de l'UFC parce que c'est moi qui vous fais gagner de l'argent. Donc, il est plus grand que le sport. Mayweather l'a encore emmené dans une autre dimension populaire auprès du grand public. Et on est encore à un moment où on croit qu'on va revoir le Conor qu'on a vu justement au Garden contre Alvarez, qu'on a vu contre Aldo fin 2015. Ce Conor qui était magistral en MMA et qui était vraiment un fort combattant. Aujourd'hui, il a tellement dérivé que on oublie parfois le combattant que c'était, mais c'était un combattant incroyable. Et moi qui ai toujours été fan de Khabib et de son style qui me demandait vraiment si quelqu'un arriverait à faire déjouer Khabib, on est hyper excité parce qu'on se dit, si on a le Conor d'Alvarez, si on a le Conor au sommet de sa forme, ça va donner un incroyable combat, et dans lequel on peut pas prédire le vainqueur parce que le striking de Conor pouvait faire mal à Khabib. Donc je me souviens d'un très très fort taux d'excitation et d'attente, et de me dire vivement qu'on y soit. Mais d'ailleurs, en parlant de Khabib, parce que aujourd'hui il est connu de tous, il est même dans la conversation du GOAT pour certains. On en parle en ce moment avec John Jones, mais il y a aussi Khabib. Est-ce qu'avant ce combat, il avait déjà ce niveau de hype, Khabib ? Non, Khabib, il a une histoire, je trouve, compliquée par rapport à ça. C'est-à-dire, dès qu'il arrive, on voit bien, les amoureux de MMA qui regarderont beaucoup de combats à cette époque-là, on voit bien qu'il a un truc en plus, qu'il a une faculté d'imposer son jeu et sa lutte qui rendra très difficile de le battre. Mais il n'a pas encore fait ce step. Il n'y a pas encore eu ce step de. Il vient de prendre la ceinture, mais c'est pas un champion qui est confirmé ou qui a fait plusieurs défenses contre des grands noms. Il n'a pas encore ce grand nom au palmarès qui peut te faire dire, ok, il est dans ce genre de conversation. Mais on voit bien que c'est un mec à part et que c'est un talent à part. Et ça rend la confrontation, ou l'idée de la confrontation plusieurs mois avant, très très savoureuse. Mais non, c'est vraiment pour moi le moment où il bascule, en fait, où il bascule entre, on va dire, un combattant qui était très reconnu par les spécialistes et fans furieux de MMA, à quelqu'un qui va un peu plus commencer à être connu, même du grand public, qui va comprendre qui il est et savoir qui il est après ce combat contre Conor. Oui, parce que c'est vrai qu'il était... C'était un combattant assez atypique pour l'UFC qui commençait un peu à s'ouvrir au monde. C'est vrai que on pense directement à Mohamed Ali quand on pense à un combattant qui a assumé sa religion, qui l'a proclamé haut et fort, ses valeurs. Khabib Nurmagomedov, c'était un peu un profil atypique dans l'UFC. C'était peut-être la première grande star de l'UFC, je dis bien, pas du MMA parce qu'avant il y avait Fedor. Et même, on peut le dire, peut-être la première grande star qui affirme autant sa religion musulmane et qui est fière de sa valeur. Ouais, il y a de ça, mais je pense qu'avant ce combat-là, c'est pas quelque chose qui rentre. Ok. Enfin, moi, j'ai pas de souvenir qu'on parle plus de ça que, tu vois, avec Khabib qu'avec d'autres ou quoi que ce soit. On regardait le combattant, il nous intéressait, on se demandait jusqu'où il pouvait aller, jusqu'où sa domination pouvait continuer. Et c'est ce combat qui fait aussi beaucoup basculer ça, parce que tu vas en parler. Je sais que j'ai lu les travaux que tu avais réalisés avant ce podcast, et donc on est dans ce que tu décris ou sur ce sur quoi tu travaillais.
C'est-à-dire que c'est Conor qui va en fait mettre cet élément au centre de la table. C'est lui qui va en jouer, c'est lui qui va l'insulter sur des choses liées à la religion, qui va faire des choses où il va dépasser allègrement la limite. Et en fait, c'est lui qui va mettre ça, je pense, au centre de la table. Et Khabib derrière va juste, pour moi en tout cas, il va plus accompagner et dire bah oui, moi j'en suis fier, je suis fier de ses valeurs, je suis fier de qui je suis fier de mon identité. Mais c'est pas quelque chose comme je vois qu'il a essayé lui de mettre en avant plus que ça. D'accord. C'est plus, on lui a imposé en fait, de rentrer dans ce jeu du choc des civilisations et du choc des mondes. Et je suis pas persuadé qu'il en avait foncièrement envie. Oui, parce que t'en as parlé effectivement, Conor McGregor. Alors le combat va avoir lieu le 6 octobre officiellement. Mais on sait très bien que dans les sports de MMA, c'est un peu bateau, mais c'est vrai. Il y a une grosse part du combat, ça se passe là, dans la tête, dans la psychologie. Et Conor McGregor est très fort dans ça. Est-ce que ce trash talking employé par Conor McGregor, c'était le plus hard pour toi de sa carrière, même plus que José Aldo, Nate Diaz, Floyd Mayweather? Oui. Avec José Aldo, il y a du trash talk assez hard, notamment quand il est à Rio pendant leur tournée médiatique, où il dit des phrases très fortes, mais qui sont assez bien tournées, bien senties. Il y a vraiment une musicalité dans ce qu'il dit. Il y a un art de la punchline assez forte. Il a les pieds sur la table en conf et il dit si on se remet à l'époque, je serais rentré en cheval dans ta favela. Et il y avait une façon de faire qui était très chaud et qui rendait le truc encore, je trouve, acceptable. Okay. Là, on passe un cap parce que j'ai l'impression que Conor était un maître du jeu mental, comme tu dis, et il y a une raison pour laquelle Aldo se jette sur lui en 13 secondes et qu'il arrive à le coucher, c'est qu'il est rentré dans sa tête, clairement. Je pense qu'il pense que Khabib va tomber là-dedans, va tomber dans ce jeu-là, et quand Juan la provoque à assez haut niveau sur ces valeurs-là, sur les choses qui tiennent vraiment à cœur à Khabib, il se dit, je vais le faire déjouer. Je vais le faire rentrer. Sauf que je pense que pour la première fois de sa carrière, il se plante. On peut revenir pour aussi finir sur Conor. Le trash talk contre Mayweather, je le mets presque à part. Parce qu'en face, il a le même que lui, en fait. Et c'est le business de la boxe. Ils savent très bien qu'ils vont rapporter énormément d'argent avec ce combat. Et il faut le vendre le plus possible. Et les deux s'en donnent à cœur joie. Je suis pas sûr que ça leur fasse vraiment quelque chose, en fait. Ni à Mayweather, ni à Conor. C'est un grand jeu. C'est deux clowns et ils s'amusent à en rajouter le plus possible. Conor lui dit, tu sais pas lire, c'est pour ça que t'as un backpack. Enfin, ils vont assez loin, mais je pense qu'ils le prennent de façon... Les deux sont assez conscients que c'est du pur business, qu'on est là pour vendre un truc. Je suis pas sûr que même le soir même, ils se tapent pas dans la main en se disant, écoute, on a bien fait encore aujourd'hui parce que ça va vendre plus ce combat-là. Et là, je pense qu'il fait une grave erreur avec Khabib. C'est-à-dire que je pense qu'il lui donne l'arme en plus qu'il lui fallait. Déjà, Khabib avait toutes les armes dans la cage pour le battre. Mais là, il touche sur des points qui, au lieu de rentrer dans la tête de Khabib, font que Khabib est complètement obnubilé par une idée, c'est de le fracasser. C'est de le fracasser et de lui faire payer ce qu'il a dit. On va le retrouver dans la cage. Quand Conor, quand il lui dit, quand il est au-dessus de lui, que Khabib le frappe et qu'il lui dit, est-ce que tu parles maintenant? Et l'autre lui dit, c'est juste du business. On est vraiment dans ce que je viens de t'expliquer. C'est-à-dire que si ça avait été Mayweather, il ne serait pas dit ça. Ils étaient tous les deux d'accord que c'était du business. Là, il y en a un qui le voit comme du business et une façon de rentrer dans la tête de l'adversaire, et l'autre sur lequel ça ne marche pas, ça ne rentre pas dans sa tête, ça fait que de lui donner de l'essence en plus, et qui en plus ne rentre pas dans ce jeu-là, qui en plus lui ne va pas donner le change et l'équivalent. Donc je pense que c'est une grave erreur qu'il fait et que il y avait d'autres façons d'essayer de rentrer dans sa tête, notamment sur le pur combat. Mais que là, il a fait une erreur monumentale et que si déjà il allait perdre ce combat, là, il a tamponné un peu l'effet que non, là, en face, tu vas avoir un mec qui est déterminé. Mais tu sens quand même qu'il y a deux camps qui sont en train de se créer, parce que tu l'as dit un peu rapidement en introduction, c'est vraiment au-delà du style de combat, c'est deux personnalités aux antipodes les uns des autres. Est-ce que tu sens que ça commence déjà avant le fight à dépasser un peu la sphère du MMA, qui est vraiment deux collants au-delà du sportif qui commencent à se créer autour de ces deux combattants? Ou pour l'instant Si, tu le sens. J'y réfléchissais pas beaucoup, pour être honnête, à l'époque, tu vois, pas plus que ça. Je regardais ce qui allait se passer dans la cage. Mais en effet, tu le sens, et c'est Conor qui provoque ça une nouvelle fois. C'est-à-dire que il fait rentrer ce jeu-là en compte à partir du moment où il rentre. Enfin, il faudra à un moment rappeler aussi aux auditeurs qui t'écoutent et qui n'étaient pas là à ce moment-là. Mais Conor va jusqu'à prendre une photo de la femme du mariage de Khabib avec sa femme voilée et lui dire, t'as épousé une serviette.
Donc là, on rentre plus du tout dans du trash talking. On a dépassé un truc. C'est Conor qui lui-même dit en fait, d'une certaine façon au monde musulman, c'est moi contre vous. Donc c'est nous contre vous. C'est lui qui leur dit ça. Donc en effet, on comprend que ce que le mec est en train de créer, ça va arriver en fait. Ça va arriver puisque t'as ouvert la porte à ça. Et tu vas y avoir droit. Tu vas y avoir droit parce que on comprend aussi que les gens du monde musulman le prennent très mal ce qu'ils disent parce qu'en effet c'est dépasser des limites. Il y a aussi la grande conférence de presse qui est aussi celle de lancement de son whisky où il propose à Rabib de boire un whisky alors qu'il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien quelle va être la réponse. Donc oui, ça existe, ça se sent, mais je mets pas la faute sur les médias. Tu vois, c'est pas quelque chose que les médias ont construit en disant dès qu'ils ont vu l'affiche Conor Rabib, ah super, on a un choc de civilisation et on va pouvoir vendre un truc où on va vraiment mettre deux mondes en opposition et jouer et titiller sur ce truc-là. Non, il y a un mec dans les deux qui a décidé qu'il allait partir là-dedans, et comme il était la darling, la star des médias aussi et le plus connu des deux. Il entraîne un peu le monde derrière lui, quoi. Et les gens devant ça, au lieu de condamner ou de parler, ils prennent un malin plaisir à relayer toutes les sottises et toutes les bêtises qu'il va dire, à en jouer parce que ça fait cliquer, parce que ça fait parler. Et je lui en veux beaucoup, en fait, pour ça, parce que. Ah ouais, tu lui en veux. Ouais, c'est un combat qui était très important pour le monde du MMA. C'est un combat qui est, comme on disait, qui est encore aujourd'hui le plus regardé de l'histoire, donc qui faisait passer aussi le MMA dans une nouvelle dimension. Et je lui en veux parce que ça provoque la bagarre de fin, ça provoque beaucoup de choses. Je lui en veux parce que j'aurais aimé voir Conor en prime et pas Conor qui s'amusait juste à balancer les saloperies anti-musulmanes en buvant du whisky. J'aurais aimé juste qu'il soit concentré sur son combat et qu'il arrête ces délires-là. Quand je dis je lui en veux, c'est fort, hein. Personnellement, je m'en fous, hein. Enfin, tu vois, il vit sa vie sur ses yachts, hein. On se croisera jamais. Mais il a fait un truc de pas bien. Il a fait un truc de pas bien dans l'approche de ce combat-là, et le combat doit jamais aller jusque-là. Ça doit jamais aller jusque-là, et ce qu'il dit sur sa femme, c'est juste honteux, en fait. Il n'y a pas d'autre mot à dire, quoi. Parce que t'en parles. Pendant le combat, alors il n'y a pas trop match, on va pas se mentir, pendant 4 rounds, Khabib. Même si c'est le seul qui lui prend un round. C'est vrai. Depuis que Khabib est à l'UFC, c'est le seul qui lui prend un round. C'est vrai que c'est à noter. Mais donc ça se termine au 4e sur un étranglement arrière. Et la raison pour laquelle on retient, hélas, comme tu l'as dit rapidement sur tout ce combat, c'est ce qui s'est passé après dans la cage. Toi, c'est quoi ta réaction quand tu vois ça? Est-ce que tu te dis c'est un simple accident ou tu te dis là ça a déjà dépassé le stade du MMA? Ah oui, ça a dépassé. Ma réaction, elle est simple, je m'en souviens très bien, j'ai crié un grand nom devant l'écran, que j'ai répété plusieurs fois. Parce que il faut aussi se voir où nous on est à ce moment-là. Moi, je suis déjà chez RMC, le groupe diffuse déjà l'UFC via à ce moment-là SFR Sport, si je dis pas de bêtises, c'est pas encore RMC Sport le nom de la chaîne. Je suis pas encore impliqué sur tout ce qui est télé, mais je sais, puisque c'est un dossier que je suis depuis très longtemps, qu'à ce moment-là, on n'est pas si loin que ça, puisqu'on l'aura 1 an et demi plus tard, de la légalisation du MMA en France. On n'est pas si loin, et en coulisses, les choses commencent à avancer, et à avancer très sérieusement. Et on sent avec l'arrivée, pour le coup, du président Macron et de ses ministres des Sports qu'il y a une volonté, en tout cas, de s'interroger sur ça et de réfléchir et de débattre à la légalisation du MMA. Et mon nom, il est pour 2 raisons. Il est non parce que fait chier, parce que je sais très bien que ça va être le combat le plus regardé de l'histoire et que dans le monde entier, on va avoir cette image-là qui est quand même pas. Moi, j'ai toujours été très clair là-dessus. Ce que j'aime, c'est le combat sportif. C'est le combat dans une cage avec des règles ou dans un ring. La bagarre de rue, ça m'intéresse pas plus que ça. Dans la vie, je suis pas un bagarreur. C'est pas quelque chose qui me titille plus que ça. Donc non, pas pour l'impact que ça aura mondialement, et puis plus prosaïquement, non pour l'impact que ça va avoir en France. Moi, j'ai peur à ce moment-là que j'ai peur d'un politique qui nous ressorte ça dans la tête 2 semaines plus tard. En disant, vous voyez le sport qu'ils veulent légaliser, regardez le plus gros combat de l'histoire, comment il se finit. Regardez ces bandes d'animaux qui se jettent dessus, même une fois que l'arbitre a arrêté le combat. Donc c'est un vrai nom de crainte, en fait, de crainte que l'impact sur ça soit vraiment négatif sur le développement de ce sport chez nous et dans le monde. Parce que tu as dit que Conor, pour toi, c'est le principal fautif, mais est-ce que, selon toi, l'UFC et Dana White ont un rôle dans ça? Est-ce que, on sait, ils sont obnubilés par l'argent. Est-ce que pour toi, c'est en grande partie aussi de leur faute, ce qui s'est passé l'après-combat, d'avoir laissé champ libre à oui. Conor? Oui, en partie, oui.
Oui, parce que c'est la poule aux œufs d'or, parce qu'il est plus grand que le sport, parce qu'ils savent très bien ce que va rapporter ce combat, qu'ils savent très bien que plus il le vend comme ça, plus il crée de dissension et même ce choc des mondes, bah plus peut-être qu'il y a des gens qui vont le regarder alors qu'ils ne l'auraient pas regardé parce qu'ils se sont laissés embrigader par ce truc-là. Et je pense qu'en effet, et c'est quelque chose sur lequel j'insiste ces derniers mois, je pense que l'UFC en ce moment, et on le voit, ne veut plus créer de superstars du niveau auquel était Conor McGregor parce qu'en fait c'est ingérable. Parce que qu'est-ce que tu veux qu'ils leur disent à ce moment-là? C'est vraiment le mec qui leur rapporte le plus, qui va leur faire le plus grand pay-per-view de l'histoire. Il est trop compliqué à gérer. C'est un Dana White à la première intercade de ce niveau-là, qui dépassait les limites comme ça, devrait dans un monde normal soit le prendre dans une salle à Las Vegas, soit l'appeler au téléphone et lui dire tu m'arrêtes tout de suite ces conneries. Sinon il y a pas de combat. Sinon mais c'est pas possible. Tu vas pas nous faire rentrer dans un truc de civilisation dont on veut pas quoi. On est là pour du sport. Mais il peut pas. Parce que le risque, il est inverse, en fait. Si à ce moment-là, il est tellement superstar que si tu le fais chier, c'est peut-être Conor qui va te dire, moi, je combats plus, en fait. Ouais. Arrêtez de me saouler et ok, vous voulez pas que je sois libre dans ce que je dis, moi, je viens plus, moi. Je viens plus et je vais expliquer au public. Donc, il est dans une telle position de force qu'en effet, ouais, l'UFC est fautif. L'UFC est fautif de lui avoir, pas vraiment de l'avoir laissé se développer comme ça parce que c'était dans leur intérêt qu'ils aient une superstar comme ça, mais d'avoir pas arrêter cette machine-là et d'en avoir fait un mec tellement gros et tellement important qu'il se pensait intouchable et qu'il pensait pouvoir tout dire et tout faire. Et comme après chaque combat, forcément, il faut qu'il y ait un bouc émissaire. Et là, le bouc émissaire, dans notamment les articles occidentaux, ça va être Khabib Nurmagomedov. C'est lui qui va dénoncer ça. Est-ce que pour toi, il a été vraiment mis comme bouc émissaire de ce dérapage d'après-match aux yeux des Occidentaux ou c'est plus pour toi une idée reçue Non, j'en ai pas de souvenir plus que ça comme ça. Mais je sais que quand moi j'en avais fait des articles à l'époque sur RMC, les trucs. Quand tu connaissais le truc, tu savais ce qui avait provoqué l'histoire aussi. Oui. Après sur les médias plus mainstream, j'ai peut-être pas beaucoup lu à cette époque-là, tu vois, de choses qui se disaient. Mais il est possible parce que en fait, si tu connais pas du tout l'histoire et que t'as juste regardé le combat, qu'est-ce que tu vois? Tu vois Khabib sauter sur un mec en dehors de la cage. C'est ce que tu vois. Tu vois, dans les faits, factuellement, c'est ce que tu vois à l'écran. T'entends pas à ce moment-là. On n'a pas encore non plus, tu vois, les sons dans la cage quand l'autre lui dit vas-y continue de parler. Et non, c'est que du business. C'est la quintessence de ce qu'on a dit plus tôt, ça en fait. C'est-à-dire que de l'autre côté, Conor ne saute jamais. N'aurait jamais sauté sur les mecs en dehors de la cage. Parce que c'était du business pour lui. Sauf que Khabib lui a bien fait comprendre dans la cage, c'est plus du business pour moi, c'est personnel. C'est personnel, donc quand en plus, au bord de la cage, Conor trouve le moyen d'amener Dylan Danis, qui est la tête à claque absolue et qui est dans la provoque en permanence, on l'a vu ces dernières années quand il s'attaquait à un Logan Paul et sa femme par exemple, en franchissant allègrement la limite aussi, face à un mec qui lui le prend personnellement et qui est rentré parce qu'on l'a obligé à rentrer là-dedans dans un truc de défense de ok en fait je défends non seulement mon honneur mais l'honneur des miens, tu vois, de mon monde, oui, tu peux que provoquer ça en fait. Après je peux comprendre aussi qu'on se dise que Khabib c'est là que tu vois tout ce que je t'ai dit là depuis une minute, j'entends totalement que lui soit rentré dans un truc qui était trop personnel et que ça devenait une bagarre. Mais c'est un sportif pro, c'est un champion. Et moi, si j'en veux à un truc à Khabib, tu vois, j'ai dit que j'en voulais beaucoup à McGregor, j'en veux aussi d'un truc à Khabib, c'est de pas réussir à se contrôler à ce moment-là. C'est de pas réussir à juste avoir c'est facile à dire mon mot, hein, mais la classe de les regarder, de regarder le coin de Danis et au lieu de lui jeter son protège-dents et de lui sauter dessus, je sais pas, de faire une révérence et de leur dire, je suis trop fort pour vous, juste les gars, tu vois, retournez vous entraîner. Vous n'êtes pas de mon niveau. Ça aurait été assez classe de faire ça. Maintenant, l'adrénaline d'un combat, je suis pas combattant, mais j'ai assez parlé à assez de combattants pour savoir combien l'adrénaline d'une fin de combat notamment est haute et que t'es pas dans un système de réflexion où ton cerveau va prendre le dessus sur le reste. C'est l'instinct, c'est les tripes qui parlent. Et ce jour-là, elle parle comme ça. Ça aurait été cool. Ça aurait été cool qu'il arrive à se contrôler. Je peux pas, si je lui en veux, c'est presque trop. Je peux pas lui en vouloir en soi. Chacun est un être humain, réagit comme il doit réagir. Mais mon Dieu que ça aurait été cool. Et que ça aurait fait du bien qu'ils prennent, tu vois, qu'ils prennent le côté, je m'en vais comme un prince, quoi. Je m'en vais comme un prince et je vous calcule pas avec vos saloperies.
Oui, parce que effectivement, ça a peut-être un peu amplifié cette stéréotypisation dont tu disais déjà être victime. Est-ce que pour toi, ça a encore accentué? Est-ce que déjà, toi, tu le ressentais en amont du combat? Tu m'as dit, effectivement, c'est pas ce qui ressortait, mais est-ce qu'en après-combat, justement, ce style de Daghestan musulman, pour toi, c'est un peu ressorti dans les médias généralistes? Parce que tu l'as dit, hein, ce combat... Enfin, on va dire cet après-fight est passé devant le fight aux yeux du grand public. Donc forcément, est-ce que pour toi, ça a été l'occasion parfaite pour quelques médias de accentuer un peu cette stéréotypisation de Khabib Nurmagomedov? Ouais. Si, je pense, ouais, on les met un peu dans un sac et on jette le sac comme ça en mettant tout et n'importe quoi et avec ça. Après, pareil, j'ai pas souvenir, tu vois, de grands articles ou de grands trucs qui dénonçaient genre les méchants musulmans daguestanais qui se sont attaqués, tu vois, parce qu'ils se contrôlent pas et que c'est des fous furieux. J'ai quand même l'impression que les gens expliquaient ce qui s'était passé. Okay. Mais en effet, oui, il y a un côté stéréotype, quoi. Il y a un côté stéréotype avec, bon, bah, ces mecs-là, tu vois, ils sont, ils savent pas réfléchir à la big picture. C'est tout doit être personnel et tout doit être vengé et on doit venger son honneur. Dans les formulations un peu utilisées, tu sens qu'il y a une forme de stéréotype, ouais. Du truc voilà, ces mecs-là, ils sont branchés comme ça et ils vont, quitte à foutre en l'air le plus gros événement de l'histoire de son sport, il va préférer défendre ses valeurs et défendre son monde plutôt que de laisser le show et le business se dérouler comme ils doivent se dérouler. Et une nouvelle fois, c'est la difficulté pour Khabib. Il est dans un monde occidental. Ouais. L'UFC, le MMA, c'est un monde très occidental dans ses codes, dans sa façon de faire le show, dans le whisky de Conor, il était sponsor, quoi. Il y a des marques d'alcool qui sponsorisent l'UFC très régulièrement. Donc en effet, tu détonnes parce que toi tu représentes des valeurs autres, tu représentes un monde qui est autre. Donc sans doute, ouais, que certains, dès qu'ils ont pu appuyer un peu sur ces stéréotypes-là, ils s'en sont donné un peu à cœur joie parce que on leur ouvrait la porte, quoi, à ce genre de choses. Mais j'ai pas une sensation, tu vois, dans le souvenir, ça commence à dater, hein, c'est il y a 7 ans, mais j'ai pas l'impression d'un grand truc où les mecs vraiment stigmatisaient ça, quoi. Ouais. Ou tu vois, où disaient c'est parce qu'il est ça ou parce qu'il vient de là qu'il est comme ça. Okay. J'ai pas cette impression, je peux me planter, hein. Toi, je sais qu'elle a pas mal étudié ce qui s'était dit à ce moment-là, tu vois, dans des médias très généralistes partout dans le monde. T'as peut-être une vision plus fraîche, en fait, que ce que je peux avoir avec 7 ans de recul. Plus fraîche, ouais, mais aussi c'est pour ça que je voulais aussi te parler, parce que c'était très intéressant d'avoir une personne qui est au cœur justement des médias et de voir s'ils l'ont ressenti comme ça, parce que bon, aussi il faut l'avouer, on est en France, ça n'a pas le même impact qu'aux États-Unis, certes, mais c'est super intéressant d'avoir cette vision aussi pour replacer l'église au centre du village et aussi. Et il est très fort, excuse-moi de te couper, mais là où une partie qu'on n'a pas évoquée, c'est que au-delà des saloperies qu'il a pu dire sur la femme de Khabib par exemple et des choses comme ça, il est très très fort, Conor, on l'a dit, dans le jeu mental. Et s'il y a un truc qu'il avait bien fait pour le coup, c'est qu'il avait fait ses devoirs, qu'il avait grandement fait ses devoirs. Et là on va rentrer, c'est pour ça que je te coupais, parce qu'on va rentrer aussi un peu dans les stéréotypes qu'on peut avoir sur ce monde-là, nous en tout cas en Occident. C'est-à-dire Conor étudie grandement avant les premières conférences de presse le travail de Karim Zidane, qui est un journaliste égypto-canadien, qui est très 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 impliqué grand connaisseur de ce qui se passe dans la région du Caucase pour les combattants notamment, et qui fait un énorme boulot dans les années précédentes sur les relations de Khabib avec Ramzan Kadyrov, le sulfureux dirigeant tchétchène, avec je te dis peut-être une bêtise, donc désolé si j'écorce un nom, mais c'est Magomed quelque chose, enfin un homme d'affaires russe très puissant qui sponsorisait beaucoup Khabib et qui avait finalement été mis en prison, je crois, ou arrêté par le pouvoir russe. Il y a les relations avec Ali Abdelaziz, qui est le manager de Khabib Nurmagomedov, qui est, dans beaucoup d'articles l'ont expliqué, il y a beaucoup de zones d'ombre il a été indique du FBI, et puis ensuite on a dit qu'il était impliqué avec une organisation à moitié terroriste. Enfin, il y a beaucoup de zones d'ombre autour de ce personnage Ali Abdelaziz, et Karim Zidane fait un gros travail de regroupement de je sais plus c'est quoi le titre de son article, mais en gros c'est un peu les relations dangereuses de Khabib. Et Conor étudie ça très fort. Je me souviens d'avoir fait une interview de Karim Zidane avant cet événement, où il m'explique, un matin je me lève et je vois Conor McGregor is following you sur les réseaux. Donc tu vois, il a été jusqu'à le follow sur les réseaux pour suivre tout ce qu'il avait fait là-dessus. Et il en joue. Et il sort ça. Et ton papa, il se prend en photo avec Kadyrov. Et qu'est-ce qu'il fait, Kadyrov? Et
Donc, tu vois, c'est l'autre facette dans laquelle Conor rentre, qui concerne moins, on va dire, la religion, mais qui concerne plus les stéréotypes qu'on peut avoir sur le monde russe, oui. ou ce monde caucasien. Et il va rentrer dans toutes les grosses portes ouvertes, qu'a laissé en partie ouverte Khabib, d'ailleurs, et jouer là-dessus. Et forcément, les journalistes occidentaux, par exemple, peu spécialistes de cette région, bah, c'est un peu le truc facile, tu vois, tu reprends tout ce qu'il va dire. Donc en effet, tu vas pas chercher à par exemple expliquer pourquoi Khabib a des relations avec Ramzan Kadyrov et pourquoi c'est dangereux de pas en avoir ou d'essayer de s'écarter de ce personnage-là. Tu vas pas assez creuser ce genre de choses. Donc tu vas rester sur des stéréotypes. Donc en faisant bien ses devoirs et en étant fort sur un des côtés du trash talking qui aurait pu jouer et rentrer dans la tête de Khabib, il ouvre également la porte à tous ces stéréotypes-là, en fait. Mais alors, toi, je pense que oui, tu connaissais. Mais est-ce que Khabib Nurmagomedov a mis pour toi le Caucase et le Daghestan sur la carte du monde aux yeux du grand public? Pour le public MMA, oui. Ouais. Tu vois, la Tchétchénie, il y a eu beaucoup de choses. Enfin, il y a des choses qu'on connaît de ce monde-là, au-delà du sport, tu vois. Ouais. C'est des choses dont les médias ont parlé, même quand moi j'étais tout jeune. Donc c'est une région qu'on connaît quand même, mais sur le sport, pour moi, l'impact est indéniable, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas un fan de MMA qui sait pas ce qu'est le Daghestan aujourd'hui. Il y a 15 ans, c'était pas le cas, loin de là. Ouais. Toi, tu trouves qu'on sous-estime beaucoup l'impact de Khabib dans notre société française et dans le milieu du MMA français? Non, je pense quand même que le milieu du MMA en lui-même, il a bien conscience de qui est Khabib. Vraiment. Tu vois, je pense que des fois, quand il est venu voir du foot ou du judo à Paris, enfin, tu vois, ça excite tout le monde de savoir qu'il est à Paris. Il y a un moment, il y avait une rumeur qu'il serait dans un projet PSG MMA, ça chauffait tout le monde. Dans le milieu du MMA, je pense que son impact est assez reconnu. Dans le grand public, non, clairement. Ouais. Bah, tu vois, un mec qui s'approche même le grand public est pas très combat, mais c'est pas quelqu'un qui, à mon avis, quand tu vas demander dans la rue à 100 personnes au hasard, tu vas pas avoir 100 personnes qui vont dire, bien sûr, je sais qui c'est. Alors que Tyson, tu vois, puisque tu le mettais dans des points, ça c'est une superstar absolue. Conor, beaucoup plus. Conor, les gens sauront beaucoup plus qui c'est. Donc, en effet, sur l'impact global, je pense que les gens se rendent pas bien compte. Le milieu du MMA, si, clairement. Après, il y a eu un avant et un après Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor pour toi? Sur la popularité, oui. Sur la popularité. En plus, derrière, 1 an et demi après, il y a le Covid où l'UFC est une des premières ligues à revenir et il gagne beaucoup de fans à ce moment-là. Donc c'est le début d'une période où ils vont passer d'un truc qui monte et qui est populaire déjà assez fort à un truc monstrueux et qui est une des plus grandes ligues de sport au monde et qui compte partout sur la planète. Donc ça fait partie des piliers qu'on permis ça. Mais je le vois plus comme un avant-après à ce niveau-là. Moins sur le thème sur lequel t'es, tu vois, où ça n'a pas changé grand-chose, en fait, derrière. D'accord. Est-ce que toi, depuis, tu as déjà eu l'impression de retrouver un semblant de combat? Non. Pour toi, c'est vraiment unique dans l'histoire du MMA? Tu vois, je vois pas... Il n'y a pas J'ai jamais ressenti ça sur un combat d'Islam Makhachev, tu vois. Il n'y a jamais un mec qui est rentré dans ce jeu-là avec lui. Il n'y a pas un Charles Oliveira, pourtant chrétien plus que convaincu, tu vois, qui a essayé de rentrer dans un jeu comme ça. Donc j'ai l'impression que c'était plus un one-shot. C'était une nouvelle fois le mauvais diable de Conor qui a joué un tour sur tout ça. Mais que j'en ai pas ressenti et heureusement, tu vois, personne s'est dit c'est le chemin à suivre, quoi. Et quand on affronte un Dagestanais, on va leur rentrer dedans là-dessus parce que c'est cool. Et heureusement que c'est pas arrivé comme ça. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon. En tout cas, un grand merci de m'avoir accordé de ton temps, d'avoir apporté ton expertise au cœur même de ce combat. Est-ce que tu as des petits, des petits messages là? Bon, t'as créé Jab Life, je pense que là tout le monde est au courant. Est-ce que là t'as différents projets qui arrivent? Non, développer Jab Life depuis ma promenade des Anglais où je suis très bien. Et continuer à essayer de développer ce média, de le faire vivre et de faire vivre le combat globalement en France et de partager ma passion, c'est le plus important. Donc abonnez-vous si vous n'y êtes pas encore, ça nous aide grandement sur Jab Life. N'hésitez pas. Après, je pense que c'est pas mon avis qui est le plus constructif, mais Jab Life c'est un super projet, c'est parfait, permettre de mettre de la lumière sur des zones d'ombre où peut-être t'avais, c'est un peu moins le cas à RMC Fighter Club avant que justement tu un peu plus mettre en avant la boxe japonaise par exemple,
ou encore c'est plus facile. d'avant. J'ai plus de liberté, on va dire. Exactement. Bon bah merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. Voilà. Et vous aussi, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Géosporitique, que ça soit sur X, disponible sur toutes les plateformes. Et on se dit à bientôt pour, on l'espère, une nouvelle interview aussi enrichissante que celle-ci.